Comme vous le savez, l'eau, c'est la vie. Mais ce qu'on sait moins, c'est que sur toute l'eau qu'il y a sur Terre, seulement 3%, c'est de l'eau potable. Et justement, qu'est-ce qui se passerait si toute cette eau potable disparaissait ? Eh oui, approchez-vous mes verrons, on va voir ce qui se passe si on diminue la quantité d'eau potable en partant de, là aujourd'hui 100% à 0%. Et donc ça va être fou, on va voir plein de choses comme par exemple la pollution et le gaspillage qui menacent toute l'eau potable aujourd'hui sur Terre. Mais aussi, quels business bien sombres se font autour de l'eau. Et on verra aussi comment les sécheresses peuvent mener à de vraies guerres pour le contrôle de l'eau. Et tout ça va s'accentuer désespérément justement dans la réalité dans les décennies qui viennent. Et enfin, on verra de quelle manière la disparition de l'eau potable peut conduire à la fin de l'humanité. Mais on commence soft avec la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors avant de débuter notre expérience, il semblerait que là, notre cobaye Gustave ait des petites difficultés, des petits problèmes. Là, vous voyez, il vient de lancer sa marque de gourde en verre, mais il galère avec la paperasse. Et donc c'est bête, hein, mais ces gourdes, elles sont victimes de leur succès et ils croulent sous les commandes. Et le truc, c'est que les factures et tout, c'est vraiment pas son fort. Mais heureusement, j'ai la solution pour lui qu'il lui faut et c'est Odoo, qui est le sponsor de la vidéo. En fait, Odoo, c'est assez fou puisque c'est un logiciel de gestion tout en un qui va lui permettre de gérer facilement son business au quotidien. Et notamment grâce à l'app Facturation. Parce qu'en effet, grâce à l'application facturation d'Odoo, il vous suffit d'identifier votre client, d'ajouter les produits ou les services à facturer et leur quantité, de choisir les modalités de paiement et ensuite d'envoyer votre facture par mail via l'application. Et là, vos clients n'ont plus qu'à régler la facture en ligne via des plateformes de paiement comme Stripe, PayPal, Ingenico ou même d'autres encore. Et vous, de votre côté, vous pouvez suivre l'avancée des paiements en vous connectant à votre banque via l'application de facturation d'Odoo. Bref, en résumé, tout est fait pour rendre la facturation hyper simple, efficace et flexible. Bref, si vous aussi vous voulez gérer votre business plus facilement, vous pouvez tester Odoo. Et là, l'app Facturation, elle fait partie de l'offre des premières applications gratuites à vie. Et ça inclut l'hébergement et le support en illimité. Et après, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de toutes leurs apps à partir de 19,90 € par mois. Donc c'est hyper accessible. Si ça vous intéresse, je vous laisse checker ce que propose Odoo dans le lien en description. Et quant à nous, il est temps de démarrer vraiment là notre scénario dystopique autour de l'eau potable. Bon, déjà, faut le savoir, mais en 2016, des archéologues canadiens ont fait une découverte incroyable. Et là, alors qu'ils exploraient une mine, ils sont parvenus à descendre à 3000 mètres de profondeur. Et là, ils ont découvert plusieurs centaines de litres d'eau dans une cavité totalement isolée de l'extérieur. Et là, en étudiant la présence des microbes dans l'eau et puis en analysant les roches de la cavité, les chercheurs estiment que l'eau serait là depuis 2 milliards d'années. En sachant que, je le rappelle, mais la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Donc cette eau a la moitié de l'âge de la Terre quasiment. C'est incroyable. Et c'est tout simplement l'eau la plus ancienne jamais observée dans le monde. Là, ils se sont fait un petit kiff puisque la chef de l'expédition a même goûté cette eau et elle l'a qualifiée de très salée et amère. Mais bon, elle n'est pas morte. Bon, déjà, faut le savoir, mais l'eau sur Terre, elle était présente à peu près dès la formation de la Terre, donc il y a à peu près 4,5 milliards d'années. Mais la surface de la Terre était si chaude que l'eau n'existait pas sous la forme liquide, mais sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Et puis, elle a fini par recouvrir la surface de la Terre quand cette dernière s'est refroidie. Voilà, ça a fait de la pluie et compagnie. Et d'ailleurs, grâce au cycle de l'eau qui persiste à travers les temps, l'eau serait restée la même depuis le début. Ça, c'est assez fou. Et donc là, en gros, l'eau que je suis en train de boire, c'est la même que buvaient les dinosaures. C'est la même eau qu'a bu un T-Rex un jour. Mais bon, ça va, elle a un bon goût. En tout cas, c'est sûr, sans eau, il n'y a pas de vie. Pas comme on la connaît en tout cas. L'eau est un carburant vital dont il faut sans cesse renouveler le stock. Au bout d'une semaine sans boire d'eau, les risques sur la santé sont très graves. L'eau constitue par exemple 90% des poumons, 75% des muscles et 70% du cerveau. On dit parfois qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, mais c'est un résumé imprécis. En réalité, tout dépend du poids, de l'âge et surtout de l'activité qui doit servir de baromètre. À ce sujet, la couleur de l'urine est un bon indicateur. On croit souvent que sa couleur naturelle est jaune, mais en réalité, l'urine d'une personne bien hydratée a la même couleur que l'eau. Alors, comme je le disais au début, seulement 3% de l'eau sur Terre, elle est potable. Et cette eau, elle vient des rivières, des lacs, mais aussi des nappes phréatiques, qui sont des sortes d'énormes réservoirs d'eau souterraine. Mais pas comme des grottes, mais plutôt comme des sortes d'éponges. C'est-à-dire que la roche est poreuse, comme une éponge donc, et c'est là qu'elle emmagasine de l'eau. Et après, selon sa provenance, l'eau, elle peut avoir des goûts différents. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte si vous vous rendez au musée de l'eau de Pont-en-Royans dans le Vercors. Parce que le musée possède une collection de 1800 bouteilles d'eau différentes. Toutes ces eaux-là n'ont pas le même goût, un peu comme du vin ou comme n'importe quoi en fait. Et ces différences de goût s'expliquent par les quantités différentes de sels minéraux qui sont présentes dedans. Donc les eaux minérales peuvent être plus ou moins chargées en magnésium, potassium ou même en bicarbonate pour toutes celles qui vont pétiller. Et d'ailleurs parmi les eaux les plus insolites, faut le dire, mais le musée possède des bouteilles de la marque Berg, qui est une eau canadienne et qui provient des icebergs du Groenland, directement quoi. Mais il y a aussi la marque Hildon, qui est de l'eau minérale qu'utilisait la reine Elisabeth d'Angleterre pour faire son thé. On trouve aussi l'eau de la marque 808
fuite qui vient là directement de Provence et elle tire son nom de la profondeur de là où elle est puisée, donc 808 mètres en gros, dans l'une des sources les plus profondes d'Europe. Mais bon, en vrai, la multiplication des marques d'eau, ça ne doit pas faire oublier une chose, l'eau potable, c'est une ressource qui est vraiment menacée. Bien sûr, on en reparle. Et dans notre société occidentale, qui met en avant le bien-être sous toutes ses formes, eh bien l'eau, vous savez, elle est souvent présentée comme une sorte de médicament. Par exemple, certaines eaux miraculeuses seraient capables de soigner des maladies de peau ou même des problèmes digestifs. Par exemple, les eaux de Lourdes, qui ont des pouvoirs un peu magiques, on va dire. D'ailleurs, en 2023, la légende du football Cristiano Ronaldo a lancé sa propre marque d'eau minérale et qui s'appelle Ursu 9, ou Ursu 9 quoi en français. Et cette eau, elle est fabriquée près de Madrid et elle serait apparemment dépourvue de toute contamination chimique. Et en plus, elle serait chargée en antioxydants qui vont aider à lutter contre le vieillissement. Bon voilà, ok, très bien, sauf que le journal espagnol El País a mené une enquête sur cette eau. Et là, en se basant sur des études scientifiques, ils ont démonté un par un les arguments mis en avant par Ronaldo pour vanter son eau, on va dire, incroyable. Et en plus de ça, cette eau s'appelle Ursu, en référence au village El Oso, d'où vient l'eau, et Ursu viendrait du latin et ça signifierait ours. Et selon la marque, c'était pour rappeler une légende qui disait que cette source était connue il y a plus de 400 ans, car les ours venaient y boire directement. Sauf que là aussi, apparemment, ce serait du pur bullshit, puisque le nom du village El Oso viendrait en réalité du latin lutosus, qui signifie boueux ou gadou. Ah bah super! C'est moins marketing quoi tout ça. Bon voilà, je sais pas s'il a fait beaucoup de thunes avec tout ça, mais bon. En tout cas, l'eau potable, c'est une source de vie, mais une source de vie menacée. Parce que entre le gaspillage, la surexploitation commerciale, le réchauffement climatique, il y a plein de menaces qui pèsent sur l'eau potable. Et justement, qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de notre dystopie si on diminue la quantité d'eau potable disponible? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en diminuant déjà un petit peu. Alors là, ça va, on a diminué que de 20% en fait la quantité totale, mais vous allez voir que ça va être déjà le bordel. Là, si on diminue un peu, ça va encore pour toutes les populations qui ont accès à l'eau potable, genre la France et comme pas mal d'autres pays. Comme on a encore pas mal d'eau potable, la seule menace véritable, c'est le gaspillage. Et je vais vous donner quelques petits chiffres justement qui vont vous choquer. Parce qu'en France, on estime que 20% du volume d'eau est perdu en route entre l'endroit où elle est puisée, la montagne, les sources et compagnie, et votre robinet. Et tout ça à cause de fuites sur le réseau de distribution. Pour vous dire, ça représente 1 milliard de mètres cubes d'eau gaspillée par an. Pour vous donner une comparaison, vous voyez le lac du Bourget. Il est ici en France, c'est le plus grand lac français. Eh bien, ça représente 1/3 de son volume qui serait gaspillé tous les ans en eau potable. Et d'ailleurs, encore plus étonnant, parce qu'on se dit toujours, ah ouais, de l'eau potable et tout, si j'en ai pas, je meurs parce que je bois plus. Sauf que l'eau que vous utilisez pour boire, ça représente que 1% de l'eau potable utilisée dans tout votre logement. Sachant que 40% de l'eau potable est utilisée pour l'hygiène corporelle, vous lavez les mains, les douches, les bains. 20% quand vous tirez la chasse d'eau. 20% ensuite c'est pour la machine à laver ou alors la vaisselle. Et il y a 19% pour plein d'autres petits trucs. Et oui, parce que c'est assez fou à se dire, mais en 2025, on continue à faire caca dans de l'eau potable. C'est quand même dingue. Bon, en tout cas, à ce moment, dans notre dystopie, l'autre menace importante pour que l'eau potable baisse, c'est la pollution. Et ça m'amène à vous parler d'une américaine nommée Erin Brockovich. Parce que Erin, elle a été victime d'un accident de la route en 1992. Mais là, contrairement à ce que lui avait promis son avocat, elle perd son procès contre le chauffard qui a provoqué l'accident. Et là, elle décide alors de faire un move assez bizarre. Elle va forcer son avocat à l'embaucher dans sa boîte, en guise de dédommagement. L'avocat, il accepte, il est pas hyper content, mais voilà. Comme elle a aucune formation en droit, eh bien, il va lui filer un dossier banal. Et ce dossier, ça concerne les indemnités pour les habitants qui se font racheter leur maison dans le désert du Mojave. Parce que vous savez, quand un industriel veut construire des bâtiments, une usine et compagnie, parfois il y a déjà des gens qui habitent là, donc il doit racheter tout ça pour pouvoir les raser et construire son truc à la place. Et là, il se trouve que l'acheteur, celui-là qui rachète les maisons, c'est une grande usine électrique appelée Pacific Gas, en Electric Company. Et là, Erin va alors remarquer que beaucoup des personnes qui se font racheter leur maison, eh bien, elles souffrent de maladies chroniques et de cancer. Elle se dit, c'est bizarre. Et là, en enquêtant, eh bien, elle parvient à démontrer que c'est à cause de l'eau qu'ils boivent et qui est polluée par du chrome hexavalent. En gros, voilà, c'est une substance hyper toxique. Et là, elle réussit à prouver que, eh bien, c'est l'usine électrique qui reverse cette substance dans l'eau pour s'en débarrasser. Et alors, du coup, elle fait le procès, etc. Elle gère bien. Elle parvient à obtenir aux victimes une indemnité de 333 millions de dollars. À partir de là, plusieurs années plus tard, l'histoire d'Erin a inspiré un film où elle a été interprétée par Julia Roberts. Et Julia Roberts a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle. Donc c'est une petite revanche sympa, quoi. J'en profite quand même pour préciser, pour vous rassurer, mais l'eau du robinet, ça reste de nos jours l'un des aliments les plus contrôlés dans les pays développés. Par exemple, en France, les eaux du robinet du territoire subissent plus de 70 points de contrôle pour s'assurer qu'elles sont pleinement potables.
Et contrairement à ce qu'on peut penser, où il y a plein de gens qui vont du coup au supermarché pour prendre des packs d'eau en bouteille, en plastique en plus, eh bien les eaux minérales qui sont mises dedans sont pas forcément plus safe. Et là le meilleur exemple c'est celui du scandale qui a touché très récemment la marque d'eau minérale pétillante Perrier et qui appartient là au groupe Nestlé, Nestlé Water plus exactement. En fait Nestlé est accusé d'avoir utilisé des systèmes de filtration non autorisés pour traiter l'eau de source qui sert à fabriquer le Perrier. Parce que je le précise, mais une eau appelée minérale ne doit jamais être filtrée, jamais traitée. Elle est censée être directement récupérée de la source, selon la loi. Et donc ces filtres, ils auraient servi en réalité à cacher le fait que la qualité de l'eau de source utilisée par Perrier s'était dégradée ces dernières années. Donc pour éviter que les gens tombent malades, ils l'avaient filtré. Ce qui part d'une bonne intention, mais du coup ils ont menti. Mais le pire, c'est que d'autres marques du groupe, comme Epar ou même Contrex, seraient aussi concernées. Et d'ailleurs, une étude qui a été menée par Radio France et Le Monde, a là aussi démontré que les autorités sanitaires avaient découvert des traces de bactéries et de pesticides dans certaines bouteilles de Perrier. Sauf que Nestlé aurait fait pression sur les autorités pour faire effacer la présence des polluants dans leur rapport. Pas dans la réalité, bien sûr. Parce que l'usine Perrier de Vergès, dans le Gard, elle emploie beaucoup de monde et elle rapporte pas mal de fric à la région. Mais tout ça, ça allait hyper loin parce que des membres du cabinet du ministère de la Santé et de l'Économie sont accusés d'avoir aidé Nestlé à étouffer l'affaire. Donc c'est un peu bancal. Et tout ça, c'est en évitant de mentionner que les bouteilles d'eau potable, c'est pas non plus hyper bon parce que le plastique, ça finit par se dégrader, ça fait du microplastique et ça, vous allez finir par l'ingérer. Bon, en tout cas, là, à notre stade, là, dans notre dystopie, l'eau potable est encore en quantité suffisante pour faire l'objet de business qui rapporte gros. Donc on peut avoir encore des Nestlé et compagnie qui vont vous vendre de l'eau potable en bouteille. Et justement, les lois du marché et de notre formidable système capitaliste vont se dire que moins il y a de l'eau potable, plus l'eau va prendre de la valeur et donc plus elle va être chère. C'est un petit peu comme les diamants. S'il y avait des diamants aux quatre coins de la rue, ils ne vaudraient plus rien. Alors que les diamants, comme ils sont rares, ils sont chers. L'eau est appelée à devenir une ressource qui aura un prix souvent élevé et dont l'attribution sera désormais faite par les marchés financiers. On assiste de plus en plus à une organisation du commerce de l'eau comparable à celle du pétrole. C'est le cas en Australie qui a subi des sécheresses à cause des dérèglements climatiques. Le pays a confié la gestion de l'approvisionnement en eau à des entreprises privées. Par conséquent, certains se sont mis à spéculer sur le prix de l'eau, ce qui a eu pour effet d'augmenter grandement le prix de l'eau. Alors, sachez-le, mais Zhong Shanshan, c'est un Chinois et c'est l'un des hommes les plus riches de Chine. Et sa richesse, il la doit en grande partie à l'eau. Parce qu'en 96, il a décidé de se lancer dans le business de l'eau minérale en créant la marque Nongfu Spring. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, en Chine, l'eau du robinet et des nappes phréatiques est souvent assez polluée, notamment à cause de toutes leurs usines et compagnies, ils relâchent un peu, ils sont un peu en freestyle, quoi. Et là, la marque d'eau de Zhong a connu rapidement un grand succès auprès des Chinois. Et aujourd'hui, à elle seule, elle représente un quart du marché chinois de l'eau minérale. Elle vient même d'entrer en bourse. Bref, grâce à l'eau, la fortune de Zhong s'élève aujourd'hui à 70 milliards d'euros. À ce niveau de la dystopie, il y a plusieurs menaces qui pèsent sur l'eau. Mais les choses vont bien empirer puisqu'à présent, on va avoir plus que la moitié de l'eau potable sur Terre. Alors en 2024, le département français de Mayotte a été gravement touché, peut-être que vous vous en souvenez, par le cyclone Chido. Et à l'époque, le cyclone avait grandement affecté tout l'approvisionnement des habitants en eau potable. Et du coup là, l'accès à l'eau a été très difficile pendant plusieurs mois. Mais le pire, c'est que déjà avant le cyclone, Mayotte avait subi des grosses sécheresses et même une épidémie de choléra qui se diffusait par l'eau. Une vraie saloperie. Et du coup là, des restrictions en eau étaient déjà en place, avec des coupures d'eau qui pouvaient aller jusqu'à 2 jours dans certains villages. Fallait avoir des provisions. Il n'y a plus d'eau. Là, il est même pas 18h en fait. Et il y a déjà plus d'eau. Sachant que pour info, l'île de Mayotte, c'est le département français le plus pauvre. Et là, du coup, il va falloir plusieurs années pour reconstruire l'île. Donc là, l'exemple de Mayotte, ça montre quand même que même dans un pays développé, comme la France, il existe des inégalités d'accès à l'eau potable. Et de manière générale, l'accès à l'eau potable est déjà très inégal, même à travers le monde. Et là, on estime que 2 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'eau potable chez eux. Par exemple, on a 160 millions de gens dans le monde qui continuent à boire de l'eau de surface qui est non traitée, directement puisée dans des cours d'eau ou alors dans des lacs. Alors pour ces personnes-là, c'est surtout en Afrique, un peu en Asie ou même en Amérique latine. Mais bon, clairement, là, dans notre dystopie, avec 50% d'eau potable en moins, ce genre de situations vont devenir hyper courantes. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu la vidéo de MrBeast. Parce qu'en 2023, notre cher premier youtubeur au monde avait lancé le projet de faire construire 100 puits dans différents pays d'Afrique. Et là, son but à lui, c'était de permettre à près de 500 000 personnes d'avoir accès à de l'eau potable. Tout le monde a applaudi et trouvé ça super généreux de sa part. Et je pense que ça partait vraiment d'une bonne intention. Mais évidemment, la vidéo est sortie, regardez son nombre de vues aujourd'hui, c'est pas mal. Sauf que quelques mois plus tard, certaines personnes auraient rapporté que les puits, pour la plupart, n'étaient plus fonctionnels, par manque de maintenance. Là, MrBeast aurait alors envoyé une équipe pour inspecter les puits et puis contredire la rumeur. Sauf que le problème, c'est qu'en réalité, sa vidéo a été perçue comme ce que les Américains nomment le charity pot.
En fait, le charity porn, c'est quand les gens se mettent en scène en faisant des actes de charité juste pour faire des vues et puis gagner de l'argent. Peut-être que vous avez déjà vu d'ailleurs des vidéos TikTok où on a un gars qui a des millions d'abonnés qui va offrir un repas tout généreux à un SDF, qui va l'emmener chez le coiffeur, qui va lui acheter des vêtements et il va filmer tout ça, ses expressions et tout. La vidéo va faire des millions de vues et puis les gens ils vont dire ah trop bien, c'est cool que tu aides les gens. Et bah du coup là l'exemple de MrBeast est mine de rien quand même le reflet d'une époque où sans des aides extérieures, certains pays ont l'air a priori peut-être incapables de fournir de l'eau potable à leur population. Et bien en tout cas dans la vraie vie comme dans la dystopie d'ailleurs, l'eau douce sur Terre est vraiment en train de disparaître petit à petit. Déjà le débit des rivières a considérablement diminué ces dernières années et les eaux de surface comme des lacs rétrécissent ou disparaissent. Notre planète bleue se prive rapidement de ressources et de plans d'eau douce sains, ce qui laisse entrevoir de sombres perspectives en matière de sécurité alimentaire, de changement climatique et de biodiversité. À ce stade critique, les engagements politiques mondiaux en faveur d'une gestion durable de l'eau n'ont jamais été aussi importants, mais ils ne sont pas accompagnés des financements ni des mesures nécessaires. Les politiques de protection et de restauration montrent qu'il est possible d'inverser la dégradation. Et là, face à la diminution de l'eau potable sur Terre, eh bien, les humains doivent s'adapter pour survivre. Quitte là à employer des techniques un peu extrêmes qui existent déjà dans certains pays. Par exemple, au Koweït, au Moyen-Orient, donc 90% de l'eau potable est fabriquée à partir de l'eau de mer. Parce que là, il s'agit évidemment de l'un des pays les plus chauds du monde. Ils ont un désert bien aride, ce qui fait qu'il pleut très rarement et le pays est donc recouvert de désert. Et donc, depuis les années 50, le Koweït a donc construit plusieurs usines de dessalement énormes qui utilisent deux techniques pour transformer l'eau de mer en eau potable. Déjà, soit le dessalement thermique, c'est simple. Là, vous prenez votre gros paquet d'eau de mer, vous la chauffez, l'eau va se transformer en vapeur, mais le sel, lui, il va rester. Voilà, le sel, ça s'évapore pas. Donc là, vous avez ensuite de la vapeur d'eau douce et là, vous refroidissez cette vapeur pour que ça redevienne de l'eau liquide. Après, vous pouvez pas la boire directement. Cette eau douce, elle est pas encore potable, elle est déminéralisée et tout, faut rajouter des trucs. Et après, vous avez une autre technique, c'est le dessalement par osmose inverse. En gros, l'eau est projetée sous haute pression à travers des filtres, des sortes de membranes. C'est comme un tamis très très fin et donc qui va laisser passer les molécules d'eau, mais qui va bloquer le sel et puis les impuretés dans l'eau de mer. Sauf que le problème, c'est que qu'on utilise l'une ou l'autre, c'est que dessaler l'eau de mer, c'est un procédé qui coûte cher, qui demande quand même beaucoup d'énergie et qui rejette beaucoup de gaz à effet de serre parce que souvent ces usines, elles sont pas renouvelables quoi. Ça va tourner au charbon ou alors au pétrole et compagnie. Mais le Koweït, c'est pas le seul pays à dessaler de l'eau de mer, très loin de là. On estime qu'il y a environ 22 800 usines de dessalement dans le monde. Et les quantités d'eau dessalée augmentent à peu près de 10% par an, ce qui montre que là, on est vraiment pas sur le point de s'arrêter. Après, les pays avec un climat aride, ce sont pas les seuls à lutter pour avoir de l'eau potable. Parce que c'est aussi le cas des Yakoutes, qui sont des habitants de la région de Sibérie, en Russie. Eh bien, en tout cas, la Yakoutie, très joli nom, où ces habitants vivent, c'est l'une des régions les plus froides du monde. Et en hiver, eh bien, la plupart des lacs et des rivières, elles sont gelées. Et donc là, les Yakoutes sont obligés de découper des blocs de 50 cm3 de glace dans ces eaux gelées et de les stocker chez eux. Là, ils vont découper alors les morceaux de glace en morceaux plus petits qu'ils vont faire fondre dans une casserole pour obtenir de l'eau potable. Putain, c'est vraiment pas le même procédé quoi. Parce qu'en vrai, en fait, dans cette région, creuser des puits pour récupérer de l'eau en sous terre, ça coûterait trop cher. Parce que on est vraiment très très loin de nulle part et le sol, il est constamment gelé. Il y a une épaisse couche de glace permanente qu'on appelle le permafrost. Et quant à l'eau du robinet, elle est rarement disponible. Parce que de base, elle est puisée du fleuve la Lena. Sauf que ce fleuve, évidemment, il est constamment gelé, sauf pendant 2 mois en été, quand les températures sont un petit peu au-dessus de 0 degré quoi. Et donc ce qui fait que le reste du temps, les canalisations qui transportent l'eau, elles sont gelées tellement il fait froid. Et là, ces exemples nous montrent à quoi seraient réduits de plus en plus de gens pour trouver de l'eau potable dans notre dystopie. Mais nous allons aller encore plus loin, parce que les choses vont être encore plus graves, et là on va réduire encore plus la quantité d'eau potable sur Terre. Et nous voilà à présent plus qu'à 1/4 de toute l'eau potable disponible sur Terre. C'est extrêmement peu. Sauf que ce scénario dystopique, peut-être un jour, il risque de se réaliser à cause d'une menace importante sur l'eau potable, le réchauffement climatique. C'était facile. C'est toute notre réserve d'eau qui se réduit. On va vers des épisodes de sécheresse récurrents à cause des changements climatiques. On se dirige vers des baisses au niveau des pluies et plus d'évaporation des eaux due à l'augmentation de la température. Le manteau neigeux diminue également, il fond plus tôt dans l'année. L'eau de fonte est elle-même absorbée plus tôt par la végétation, ce qui ne laisse pas le temps aux nappes phréatiques de se remplir complètement. D'ailleurs, en parlant de fonte des glaces, faut savoir que les glaciers et les neiges d'altitude, comme là derrière, elles sont actuellement très menacées par le réchauffement climatique et puis la pollution. Forcément, comme il fait plus chaud, il y a de moins en moins de neige sur les pics. Or, du coup, des glaciers et puis des montagnes, près de 2 milliards de personnes en dépendent directement pour leur approvisionnement en eau potable.
Et là, dans notre scénario dystopique, la disparition des glaciers et puis de la neige, eh bien ça va avoir des conséquences dramatiques, avec des populations qui sont obligées de migrer pour trouver de l'eau. Et pendant ce temps-là, il existe des entreprises qui n'hésitent pas à s'enrichir avec la fonte des glaces, mais cette fois avec celle des icebergs. Parce qu'en effet, avec notre réchauffement climatique, le vrai là, eh bien la calotte glaciaire située au niveau du pôle Nord, elle se disloque. Ça fait plein de morceaux. Et ce qui fait qu'en fait, plein d'icebergs se détachent et partent à la dérive, notamment vers les terres du Canada ou du Groenland. Et c'est là que les chasseurs d'icebergs sont payés. C'est une vraie profession, pour aller découper des blocs de glace directement sur les icebergs. Et leur but à eux, c'est de faire fondre cette glace pour la mettre en bouteille. Et ça, c'est un business qui a été développé récemment par des marques d'eau comme Iceberg Water ou même Berg ou même Svalbardi. Et toutes ces marques formidables vendent leurs eaux d'iceberg comme des eaux de luxe. Elles vont alors les exporter vers l'Europe, Singapour ou même Dubaï. Sachant que, si ça vous intéresse, l'eau d'un iceberg, ça se vend autour des 10 € la bouteille. Pour comparer, parce que moi, j'achète jamais de l'eau en bouteille, si vous achetez une bouteille d'eau cristalline au supermarché, c'est souvent autour des 30 centimes. Bref, comme d'habitude, certains s'enrichissent avec le réchauffement climatique et d'autres en subissent les conséquences. Et on verra dans la dernière partie des situations catastrophiques qui vont en découler. D'ailleurs, si vous avez déjà vu ce film Waterworld, qui a coûté extrêmement cher et qui a été un four absolu, eh bien la Terre est entièrement recouverte d'eau à cause de la fonte des glaces polaires due au réchauffement climatique. Sachant que c'est un film qui est sorti en 95, donc il avait quand même une longueur d'avance. Et donc dans Waterworld, comme toute l'eau est salée, eh bien l'eau potable devient l'une des denrées rares qui fait l'objet d'un commerce. Et le héros du film, appelé le marin, qui est interprété par Kevin Costner, eh bien pour avoir de l'eau potable, il utilise une machine qui lui permet de filtrer sa propre urine. Et je pense que ce film, il a dû marquer Kevin Costner puisque 15 ans plus tard, après l'explosion d'une plateforme pétrolière en pleine mer, eh bien une grande marée noire a touché le golfe du Mexique aux États-Unis. Et là, Kevin Costner est allé voir le Congrès américain pour faire la promotion d'une machine capable de séparer l'eau du pétrole pour ensuite la rendre potable. Sachant qu'il avait investi lui-même près de 20 millions de dollars dans cette machine, qui a été développée d'ailleurs par son frère Dan, et qui a ensuite été achetée par plusieurs compagnies pétrolières. Et faut pas se mentir, au-delà des menaces qui sont liées au changement climatique, l'eau potable, c'est aussi une source de tension géopolitique, c'est-à-dire que les pays se foutent sur la gueule. Par exemple, l'Égypte est dépendante à 85% du Nil pour son approvisionnement en eau. Sauf que le Nil, c'est pas un fleuve qui apparaît juste en Égypte. Le Nil, c'est l'un des fleuves les plus longs du monde et il prend naissance dans le cœur de l'Afrique. Et il parcourt plein de pays. Regardez la liste de tous les pays que parcourt le Nil. Et justement, dans tous ces pays, eh bien, il y a l'Éthiopie, qui est bien en amont du fleuve et qui vient d'achever la construction d'un immense barrage hydroélectrique. Et là, forcément, comme ils créent un barrage, ils vont contrôler le flux du fleuve, ils vont aussi le ralentir. Et donc, tout ça, c'est simple. Ça crée d'énormes tensions avec l'Égypte ou même le Soudan, qui est un pays aussi voisin et par lequel passe le Nil. Parce qu'ils craignent que le débit de l'eau du Nil soit vraiment réduit et tout ça au profit de l'Éthiopie. Donc là, je vous laisse imaginer ce qui se passe s'il n'y a plus qu'un quart de toute l'eau potable sur Terre. Très clairement, les conflits de ce genre vont se multiplier et vont pouvoir conduire à des vraies guerres de l'eau. Mais vraiment au sens propre, c'est-à-dire que les pays vont se livrer des guerres avec des armées et compagnie, tout ça pour récupérer l'eau potable qui reste. Au Chili, par exemple, on assiste à une guerre de l'eau depuis là maintenant plusieurs années. Parce que dans ce pays, l'eau est surexploitée par les agriculteurs et surtout par les producteurs d'avocats. Parce que le Chili, il est très fort à quelque chose et c'est d'exporter 200 000 tonnes d'avocats tous les ans, partout dans le monde. Sauf que chaque kilo d'avocat, ça nécessite 400 litres d'eau potable pour être produit. Sauf que depuis les années 2010, le pays est confronté à pas mal de sécheresse et puis la disparition des glaciers de montagne. Je vous rappelle, le Chili, c'est quand même là sur la map. On a quand même d'immenses montagnes en fait tout autour. Sauf que le problème, c'est que comme il y a moins d'eau, ce qui se passe, c'est que les grandes compagnies de production d'avocats, eh bien, elles récupèrent toute l'eau qui reste et elles l'utilisent pour faire leurs avocats qui vont ensuite finir directement dans votre assiette. Il y a donc moins d'eau potable pour les populations locales, au profit donc des Occidentaux notamment. Les résultats, il y a des gigantesques manifestations qui éclatent dans tout le pays pour lutter là contre l'augmentation des prix des services publics, mais aussi pour un meilleur accès à l'eau potable et éviter que ça finisse dans les avocatiers, dont les fruits finissent ensuite à l'autre bout du monde. Sachant que depuis, en tout cas, ces manifestations, c'est quand même violent. Elles ont fait 30 morts et des milliers de blessés. Elles ont vraiment plongé le pays dans une crise sociale majeure, qui est toujours pas terminée. D'ailleurs, ça risque pas de s'améliorer, honnêtement. Et là, dans le cadre de notre dystopie, ce genre de conflit, il se serait répandu dans tous les pays du globe. Donc vraiment, l'eau potable, c'est vraiment la ressource la plus importante sur Terre. Sauf qu'on va encore plus aggraver la situation en faisant baisser la quantité d'eau potable à seulement 1/10 de ce qui existe aujourd'hui. Alors il y a quelques années, en 2022, l'Éthiopie a été frappée par la pire sécheresse qu'ait connue le pays, sachant qu'il n'était tombé plus une seule goutte de pluie pendant 18 mois consécutifs. C'était pas la Bretagne, quoi. Et le truc, au-delà de l'approvisionnement en eau potable, eh bien la sécheresse avait eu un effet catastrophique sur tous les élevages. Là, beaucoup de tribus nomades ont alors vu leurs troupeaux de chèvres ou même de vaches être décimés par le manque d'eau. Sauf que c'était leur seul moyen de subsistance dans des zones parfois arides. Et là, beaucoup de populations des zones rurales ont dû être déplacées alors dans des camps humanitaires près des villes. Sachant qu'à l'époque, l'ONU a estimé que
6 millions de personnes étaient en situation de grave insécurité alimentaire en Éthiopie à cause de la sécheresse. Ça a été dramatique puisque 200 000 personnes sont mortes de faim à cette époque. Oui, parce que quand il y a des pénuries en eau, finalement, les gens meurent beaucoup plus rapidement de faim, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, il faut beaucoup d'eau pour pouvoir produire de la nourriture. Par exemple, pour pouvoir avoir un sac d'1 kilo de blé, pour faire ensuite ce que vous voulez, des pâtes, du pain et compagnie, il vous faut 1300 litres d'eau potable. Donc voilà, au-delà de l'eau qu'on boit, l'eau potable est utilisée dans plein d'autres domaines, surtout l'agriculture. Sachant qu'en termes de catastrophes naturelles, sur près de 50 ans, les sécheresses ont été celles qui ont fait le plus de morts, avec environ 650 000. Par comparaison, les tempêtes, on en fait 550 000 et les inondations, seulement entre guillemets 60 000. Et d'ailleurs, les sécheresses, elles ont augmenté de 30% depuis 20 ans. Donc voilà, ça va pas aller en s'améliorant. Et là, dans notre dystopie, avec juste 10% d'eau potable sur Terre, bien tout ça prend des proportions dramatiques. Car là, c'est l'ensemble des pays du monde qui sont concernés par le manque d'eau. Et là, faut être honnête, les morts vont se compter par millions, probablement même par centaines de millions. Tout comme le nombre de personnes qui vont migrer à la recherche de lieux mieux fournis en eau potable. Mais là, vraiment, les villes du monde entier doivent trouver des solutions d'urgence pour donner à boire aux habitants. Et peut-être qu'elles pourraient prendre exemple sur la cité-État de Singapour. Parce que là, la ville a pour projet de recycler toutes les eaux usées pour les transformer en eau potable. Bon, jusque-là, faut le dire, mais Singapour importait beaucoup d'eau potable depuis la Malaisie. Donc quel pays vraiment juste voisin, quoi. Mais bon, depuis, ces deux pays sont un peu en froid ces dernières années. Et Singapour, elle a pas envie de se faire coiffer au poteau, on va dire, et donc elle doit trouver des solutions alternatives. Et là, le gouvernement a alors décidé de construire des usines assez high-tech spécialisées dans le traitement des eaux usées. Et grâce à ça, leurs eaux usées, donc celles des toilettes, de la salle de bain, de la baignoire, tout, elles fournissent déjà 40% de l'eau potable de Singapour et ils devraient augmenter encore plus d'ici 2060. Parce que, à titre de comparaison, aujourd'hui, c'est 80% des eaux usées de la planète qui sont rejetées dans la nature, et notamment dans l'océan. Donc on est très très loin en fait de les recycler. Bref, au final, l'eau potable traitée de Singapour, ça permet à 6 millions d'habitants de boire et puis d'être utilisée dans l'industrie et compagnie. Et forcément, ça réduit drastiquement la pollution en mer. Mais malheureusement, ce type de technologie, ça coûte très cher et donc plein de villes ne pourraient pas se le permettre. Et donc là, dans notre scénario dystopique, des milliards de gens seraient amenés à devoir se débrouiller par eux-mêmes pour trouver de l'eau potable. Et ça, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans les 2 volets du film Dune, qui était sorti il y a quelques années. Parce que le film, si vous l'avez pas vu, il s'est inspiré des romans de Frank Herbert, qui a imaginé un monde où l'eau est devenue une denrée rare. Et là, sur la planète Arrakis, qui est une planète désertique, et qui est d'ailleurs tout à fait plausible, dans le cosmos, on en a d'ailleurs trouvé des exoplanètes équivalents, les personnages luttent constamment pour leur survie au milieu d'un gigantesque désert. Et là, pour survivre, les habitants utilisent une combinaison appelée distill, qui recueille tous les fluides corporels, comme la transpi, l'urine, et pour en faire de l'eau potable. Et justement, la réalité dépasse la fiction. Parce que la NASA a mis au point très récemment un nouveau système de recyclage des eaux usées dans la Station Spatiale Internationale. Et leur but, c'est de recycler jusqu'à 98% des fluides corporels produits par le corps des astronautes. Donc un peu tout, quoi. L'urine, la sueur, bon appétit. Et donc tout ça est traité par plusieurs purificateurs d'eau, puis cette eau-là passe par des filtres spéciaux pour éliminer les dernières traces de contaminants. Malheureusement, vous imaginez bien, ces technos, elles coûtent hyper cher. En fait, ce serait trop difficile pour la majorité de la population mondiale de pouvoir être équipée de ce genre de système. Et de nos jours, déjà dans la vraie vie, certaines entreprises essaient de trouver des solutions pour fournir de l'eau potable dans les pays pauvres. Par exemple, cette vidéo de Bill Gates, donc voilà, l'un des hommes toujours les plus riches au monde, elle le montre en train de boire un verre d'eau. Alors, à première vue, ça a l'air super banal, sauf que cette eau qu'il boit provient d'une machine qui, selon ses termes, permet de transformer le caca en eau potable. Et là, l'idée de cette vidéo pour Bill Gates, c'était de faire la promotion d'une machine appelée Omniprocessor, qui a été inventée par une entreprise américaine qui s'appelle Janiki Bioenergy. Et cette machine, elle récupère la boue constituée des matières fécales des égouts, très appétissant. Le tout est chauffé et la vapeur qui s'échappe, donc c'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau, elle est recueillie puis elle est filtrée pour faire de l'eau potable. Ensuite, la boue qui reste, elle est séchée, il n'y a plus une seule goutte d'eau dedans, elle peut servir ensuite de combustible pour faire fonctionner la machine. Et la boucle est bouclée. Bon, alors au-delà du fait de se dire qu'on va boire l'eau de son caca, qui a un peu une étape psychologique à passer, toutes les solutions à ce niveau-là, du coup, dans notre dystopie, doivent être envisagées pour fournir de l'eau potable à tous les humains. Et malgré tout, les morts à cause de la soif, mais de la faim aussi, comme on l'a vu, vont se multiplier partout. Et justement, c'est pas pour donner des mauvaises nouvelles, mais les choses ne risquent pas de s'arranger, bien au contraire, car on va maintenant passer à 0% d'eau potable sur Terre. Et bien voilà, on est au stade ultime, là où l'eau potable a totalement disparu de la surface de la Terre. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il y a plus d'eau, Il y a toujours les océans, les mers et compagnie, donc de l'eau salée, il y en a partout, de l'eau polluée aussi. Et donc là, tous les terriens doivent se mettre en mode survie ultime pour trouver de l'eau.
Un peu finalement comme ce qui se passe dans le jeu vidéo Fallout. Parce que l'univers de Fallout, donc un jeu vidéo, se déroule dans un monde post-apocalyptique où la majorité des pays ont été ravagés par une guerre nucléaire mondiale. Et les rares survivants sont ceux qui ont vécu dans des abris antinucléaires. Le problème, c'est qu'à la surface de la Terre, toute l'eau a été contaminée par des radiations nucléaires. Comme si elle était salée en gros, quoi. C'est encore plus dangereux. Et la seule eau potable disponible se trouve alors à l'intérieur des abris, où elle est fabriquée par des machines qui purifient l'eau, qui est ensuite conservée dans des canettes. Bien justement, figurez-vous que dans la vraie vie, deux éléments de l'univers de Fallout existent bel et bien. Déjà l'année dernière, une enquête a été menée par la CRIRAD, qui est un organisme spécialisé, et qui a fait des recherches sur la radioactivité des eaux du robinet dans toute la France. Et du coup, des traces de tritium ont été retrouvées dans les eaux du robinet de 663 communes. Là, on se dit, bon, c'est pas énorme. C'est quand même pas rien puisque ça représente 10 millions d'habitants. Sachant que le tritium, pour info, c'est un élément radioactif qui est rejeté dans la nature par les centrales nucléaires. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop d'études sur les effets que peuvent avoir le tritium sur la santé humaine. Donc, il y a potentiellement un risque pour ceux qui boivent cette eau. Est-ce que le risque est élevé? Bon, voilà, peut-être pas, mais bon, en tout cas, il y a une incertitude. Et donc là, l'autre élément tiré de Fallout, c'est l'eau en canette. Il y a l'entreprise américaine Source qui fait la même chose avec une eau qui s'appelle Skywater. Et cette eau, accrochez-vous, elle est produite grâce à des panneaux solaires, donc ok. Et ces panneaux font fonctionner des ventilateurs qui vont alors aspirer l'air de l'atmosphère pour ensuite en capturer la vapeur d'eau. Ils vont ensuite la condenser pour en faire de l'eau liquide et ensuite la rendre potable. Bon, à ce moment-là, quand même, du coup, dans notre scénar, on est un peu ric-rac, faut vraiment trouver tout ce qui peut passer à portée de main. Parce que sinon, l'humanité, c'est capoute. Bientôt, c'est ciao. Et donc là, les gens qui sont encore debout, ils risquent de s'affronter pour trouver de l'eau potable autre part que dans la nature. Et donc forcément, l'eau qui sert à produire de la nourriture est devenue rare et les famines se multiplient. Et donc beaucoup de personnes finissent par mourir de soif et de faim. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que ça fait de mourir de soif, c'est un bon complément, vous pouvez mater ma vidéo que j'ai fait sur le sujet qui est juste là. Donc on arrive dans un monde où des communautés de survivalistes vont pouvoir survivre quelques temps grâce à l'eau potable qu'ils ont stockée, en essayant de prévoir des scénarios catastrophes. Mais dans ce contexte apocalyptique, on pourrait voir quelques miracles se produire, un peu comme l'Indien Prahlad Jani, parce qu'en 2010, il avait déclaré être resté sans boire ni manger pendant 60 ans. Ça sent un peu l'embrouille quand même. Mais bon, il y a quand même des médecins qui auraient mené une expérience sur Prahlad pendant plus de 10 jours en l'autorisant uniquement à se rincer la bouche avec de l'eau, mais sans la boire. Et là, le but pour eux, c'était de voir si en effet, comme il le disait, il parvenait à survivre sans boire ni manger. Sauf que, apparemment, les conditions de l'expérience étaient un peu foireuses et d'autres scientifiques auraient dénoncé un canular. Et Prahlad aurait alors profité des moments où il avait le droit de se laver pour boire discrètement. Mais bon, en tout cas, ça, c'est pas le cas du coureur italien Mauro Prosperi. Parce qu'alors qu'il était en train de participer à une course dans le Sahara en 1994, il a été pris dans une tempête de sable. Là, il a complètement perdu ses repères, forcément, et il était incapable de rejoindre les autres concurrents ou même l'itinéraire de la course. Et il a alors dû survivre dans le désert pendant 10 jours sans boire d'eau potable. On se dit, mais comment c'est possible? Parce que normalement, c'est 3 jours à peu près sans boire et après tu meurs. En vrai, il a quand même bu son urine. Et à un moment, il a fini par être sauvé par des nomades qui passaient par là. Mais bon, croyez pas que ça a été un miraculé et que tout va bien, parce que même en ayant été sauvé, il a souffert de crampes pendant des mois et ses reins étaient vraiment défoncés. Mais pour vous dire, il y a encore pire que lui. Il y a l'Autrichien Andreas Mihavec. Parce qu'en 79, alors qu'il a 18 ans, il est placé en garde à vue par la police à la suite d'un accident de voiture. Sauf que comme sa cellule de prison était isolée au sous-sol, les policiers l'ont un peu zappé, ils ont oublié. Mais croyez-le ou pas, il est resté enfermé 18 jours sans manger et surtout sans accès à de l'eau potable. Et vous se dites, mais c'est pas possible. En fait, le gars, il a survécu en léchant l'humidité au niveau des parois de sa cellule. Et ça, c'est le record du monde de la personne qui a survécu le plus longtemps sans eau potable. Mais bon, hormis ces cas exceptionnels, là, avec 0% d'eau potable sur Terre, l'humanité est bien dans le pétrin. J'irai pas à dire que du coup, l'humanité va disparaître parce que on a quand même accès à la technologie. Et par exemple, il y a l'expression qui dit que plus on approche du gouffre et plus on commence à se bouger les fesses. Ça se dit pas, mais je l'ai inventé. Bon. Et donc forcément, je pense que si l'humanité voit son accès à l'eau potable devenir de plus en plus critique, eh bien elle va se mettre à inventer plein de trucs pour pouvoir la puiser ailleurs. Pour la puiser par exemple de l'atmosphère, parce qu'il y a énormément d'eau en fait dans l'air qui nous entoure. Elle peut aussi la puiser directement des océans. Donc elle va certainement créer des usines de dessalement géantes un peu partout sur le globe, proche du littoral, et peut-être qu'elle va construire des panneaux solaires ou alors des éoliennes pour que cette énergie renouvelable puisse faire fonctionner ces usines-là. Ça coûterait énormément d'argent, sauf que comme c'est la survie de l'humanité qui est en jeu, les gens se bougent les fesses. Ça n'en coûtera pas qu'il y aura des milliards de morts, bien sûr. Et c'est ainsi que s'achève cette dystopie. Je pense qu'on peut revenir à la réalité. Mais là, juste avant de vous quitter, est-ce que vous connaissez la fontaine mythologique d'Hippocrène? Et cette fontaine, elle est située dans le mont Hélicon en Grèce. Et elle aurait été créée grâce à Pégase. Vous savez, le cheval ailé des dieux de l'Olympe. Et Pégase aurait fait jaillir la source en donnant un petit coup de sabot sur le sol. Et du coup, selon la légende, les poètes qui buvaient de son eau pouvaient accéder à un univers imaginaire onirique
trouver l'inspiration. Ça doit être vachement cool. Parce que justement, si vous aimez les univers oniriques, sachez qu'ils sont au cœur du premier tome de la saga Noisuli qui sortira début 2026. Alors cette version-là, c'est celle en auto-édition, donc vous aurez accès à une autre version, mais sachez qu'elle sera très belle. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ça, vous pouvez aussi vous abonner à mon autre chaîne qui s'appelle Noisuli, et je vous mets le lien directement en description. En attendant, buvez bien 1,5 litre à 2 litres par jour, c'est important. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Faites de beaux rêves. Bonne nuit.